Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le directeur du concessionnaire l'a expulsé, sans savoir qu'il en deviendrait le propriétaire. Dans la chaleur moite d'un printemps texan, l'air vibrait doucement autour des immeubles de Dallas. Le soleil tapait fort sur l'asphalte, faisant miroiter les vitres des buildings et les carrosseries des voitures qui passaient à toute vitesse. Une légère brise soulevait par instants la poussière, mais la chaleur restait étouffante, enveloppante, presque écrasante. Au croisement d'une avenue bordée de palmiers urbains et de centres commerciaux haut de gamme, un bâtiment à la façade de verre réfléchissante trônait fièrement, Silverton Motors. L'un des concessionnaires de voitures de luxe les plus réputés de la ville. À l'intérieur, les plus belles machines du monde attendaient d'être vendues, des Lamborghini Huracan, des Bentley Continental GT, des Porsche 911 Turbo S et une Aston Martin DB11, blanche comme l'ivoire, trônaient au centre du hall comme une sculpture divine. Ce jour-là, les portes vitrées s'ouvrirent lentement. Un jeune homme entra, seul. Jordan Miles, 28 ans, avançait avec un calme contenu. Grand, mince, la peau brune à reflets dorés, les épaules légèrement voûtées par habitude, non pas de fatigue, mais de prudence. Il portait un sweat à capuche sobre, gris foncé, un jean propre mais sans marque visible, et des baskets légèrement usées. Rien dans son apparence ne criait « millionnaire » ou « VIP ». Il aurait pu passer pour un étudiant, un employé modeste, ou un simple curieux. Mais Jordan n'était rien de tout cela. Il n'était pas venu acheter une voiture. Il était venu observer. Chaque geste, chaque regard qu'on poserait sur lui allait compter. Il marcha lentement, les mains dans les poches, le regard analysant silencieusement le showroom. L'intérieur respirait l'opulence. Le sol, en marbre poli, était si brillant qu'on aurait pu s'y admirer. Les fauteuils étaient recouverts de cuir italien cousu main. Une discrète musique jazzy flottait dans l'air, parfaitement calibrée pour séduire une clientèle fortunée. Dans les vitrines rétro-éclairées, on exposait des bouteilles de champagne millésimées, des accessoires en cuir griffé, des clés de voiture présentées comme des bijoux. Les vendeurs, quant à eux, portaient des montres suisses aux bracelets étincelants, des complets sur mesure, et des parfums si puissants qu'on pouvait les sentir à 5 mètres. Tous savaient comment repérer un vrai client, du moins le croyaient-ils. Et à leur tête, Richard Callahan, le directeur général, régnait sans partage. Un homme dans la cinquantaine, cheveux poivre et cils parfaitement gominés, costume gris anthracite à fines rayures, pochette en soie dans la veste. Il était assis à un bureau en verre fumé, placé de manière stratégique face à l'entrée, comme un trône surveillant son royaume. Callahan ne souriait jamais vraiment. Il jaugeait. Il observait. Et, selon ses propres mots, je sais qui peut l'acheter, rien qu'en regardant les chaussures. Quand Richard Callahan aperçut Jordan s'approcher de l'Aston Martin blanche, son visage se ferma aussitôt. Un léger froncement de sourcils, presque imperceptible, trahit son mécontentement. Il haussa légèrement le menton et se redressa, prêt à intervenir. D'une voix calme, mais ferme, presque condescendante, il s'adressa au jeune homme. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sans chercher à dissimuler l'absence d'accueil chaleureux dans son ton. Jordan, sans se décontenancer, fixa la voiture quelques secondes de plus avant de répondre d'une voix posée. « Je regardais simplement cette DB11. Elle est vraiment magnifique. Elle vient d'arriver ?» Le regard de Callahan glissa rapidement vers l'arrière de la voiture, comme s'il jugeait Jordan par association avec l'objet de luxe. Puis, avec un sourire froid et calculé, il répondit. « Ce modèle est réservé. D'ailleurs, êtes-vous sûr d'être au bon endroit ? Nos voitures ne sont pas vraiment abordables pour tout le monde. » Jordan esquissa un léger sourire, à la fois amusé et empreint de calme. Il savait très bien ce que ce sous-entendu signifiait. Il répondit sans agressivité, presque comme pour souligner l'absurdité de la remarque. « C'est une façon élégante de dire que je n'ai pas l'air d'avoir les moyens. » Callahan haussa un sourcil et répliqua rapidement, en défendant son positionnement. « Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais si vous cherchez une voiture, il y a un revendeur d'occasion à quelques kilomètres d'ici. Je peux vous donner l'adresse. » Un silence pesant s'installa. Quelques vendeurs dans le showroom,
qui jusque-là faisaient semblant de s'affairer, lancèrent des regards furtifs et chuchotèrent entre eux, échangeant des hypothèses sur l'identité de ce jeune homme. Certains se montraient presque gênés, d'autres mal à l'aise, tandis que quelques-uns semblaient trouver la situation divertissante. Jordan regarda autour de lui, saisit cette atmosphère et la laissa couler sur lui sans perdre son calme. Puis, il hocha lentement la tête. « Très bien, » dit-il simplement. « Je comprends. » Sans se précipiter, il fit volte-face en direction de la sortie. Avant de franchir les portes vitrées, il se retourna une dernière fois vers Callahan, sa voix posée et claire, emplie d'une dignité tranquille. « Vous savez, parfois, ceux qu'on prend pour personne sont justement ceux qui possèdent tout. À bientôt, monsieur Callahan. » Puis, il sortit, sans colère, sans animosité, mais avec une force intérieure que personne dans cette salle n'aurait soupçonnée. Ce que personne dans ce concessionnaire ne savait, et surtout pas Richard Callahan, c'est que Jordan Miles n'était pas un simple passant, ni un rêveur venu admirer des voitures qu'il ne pourrait jamais s'offrir. Sous son allure modeste se cachait une trajectoire extraordinaire. Jordan venait de Southside, un quartier de Chicago souvent associé à la pauvreté, aux écoles sous-financées et aux rues où l'on apprend à se méfier avant même d'apprendre à lire. Il avait grandi dans un petit appartement d'un immeuble délabré, où l'eau chaude n'était jamais garantie, et où la nuit, les bruits des sirènes se mêlaient aux disputes des voisins. Sa mère, Angela Miles, était infirmière de nuit à l'hôpital public. Elle enchaînait les gardes de 12 heures, parfois plus, dormait peu, et vivait pour élever son fils unique. Chaque matin avant de partir, elle déposait un baiser sur le front de Jordan et lui murmurait. « Le monde va te juger avant même que tu ouvres la bouche. Alors sois plus intelligent, plus discret, mais surtout, sois inarrêtable. » Ces mots s'étaient ancrés en lui comme une armure invisible. Jordan n'était pas seulement intelligent. Il était brillant. À l'école, il terminait toujours ses devoirs en premier, posait des questions que même ses professeurs ne savaient pas toujours répondre, et passait ses nuits à démonter de vieux ordinateurs trouvés dans les ruelles pour en comprendre le fonctionnement. À 17 ans, il avait créé une application de gestion scolaire gratuite utilisée par plusieurs établissements de sa ville. Cela attira l'attention d'un ancien ingénieur de Google qui devint son mentor. À 18 ans, il décrocha une bourse complète pour le MIT. Il s'y rendit avec une seule valise, un ordinateur portable usé, et une détermination féroce. Il ne sortait pas, ne perdait pas de temps. Il apprenait. Il absorbait. Il codait pendant des nuits entières, mangeant des nouilles instantanées, vivant dans la bibliothèque du campus. À 22 ans, alors que ses camarades cherchaient encore leur voie, il fonda NovaFrame, une start-up d'intelligence artificielle spécialisée dans la sécurité des données. En 3 ans, NovaFrame devint un acteur incontournable dans son secteur. À 25 ans, il revendit l'entreprise pour 40 millions de dollars, lors d'une acquisition par un géant de la cybersécurité. Beaucoup auraient changé de vie. Mais pas Jordan. Au lieu de flamber son argent dans des jets privés et des villas en bord de mer, il s'inscrivit en finance, suivit des formations, consulta des mentors du marché, et lança Miles Capital, un fonds d'investissement spécialisé dans les startups fondées par des minorités ou des jeunes issus de milieux défavorisés. 3 ans plus tard, son fonds gérait plus de 600 millions de dollars d'actifs. Des CEO le consultaient. Des banques le courtisaient. Des journalistes voulaient raconter son histoire, mais il refusait les interviews. Jordan n'aimait pas le luxe tapageur. Il possédait certes une villa discrète, 2 voitures, et des actions dans plus de 30 entreprises. Mais il préférait la discrétion à la démonstration. Ce qu'il cherchait, en vérité, c'était à observer le monde sans filtre. Voir comment on le traitait quand il n'était pas auréolé de titres ou de richesses. Et ce jour-là, vêtu d'un sweat sombre et de baskets usées, il était venu tester. Tester les regards. Tester l'arrogance. Tester les valeurs de ceux qui affirmaient représenter l'excellence. Il avait choisi Silverton Motor précisément parce qu'il savait que ce lieu symbolisait une certaine idée du succès, visible, codifié, excluant. Et Richard Callahan venait, sans le savoir, de rater le plus grand test de sa carrière. 2 semaines plus tard. C'était un mardi matin, à 6h48 exactement, lorsque Richard Callahan, encore en peignoir dans sa cuisine, une tasse de café noir fumant entre les mains,
ouvrit machinalement sa boîte mail sur sa tablette tactile. Il faisait défiler distraitement les messages, promotion de voiture, rapport de vente, rappel de réunion, quand un nom inhabituel attira son attention dans l'entête d'un courriel. Conseil d'administration Holding Lexington Private Group. Il haussa un sourcil. Ce n'était pas le genre de courriel qu'on recevait tous les jours. Il ouvrit le message. Et son visage se figea aussitôt. Cher Monsieur Callahan. Nous vous informons qu'à la suite d'une acquisition stratégique par l'investisseur Jordan Miles, celui-ci est désormais l'actionnaire majoritaire du groupe Lexington Private, et par extension, propriétaire du réseau Silverton Motor. Conformément aux clauses de gouvernance du groupe, la direction actuelle de Silverton Motor est suspendue jusqu'à révision. Monsieur Miles souhaite vous rencontrer demain matin à 9 heures précises dans la salle de conférence du showroom de Dallas pour une présentation de la transition. Votre présence est obligatoire. Cordialement, le comité exécutif. Lexington Private Group. Callahan relut le message une deuxième fois. Puis une troisième. Son cœur accéléra légèrement. Il posa la tasse de café. Jordan. Miles. Marmonna-t-il, la mâchoire légèrement contractée. Il tenta de se remémorer ce nom. Il l'avait déjà entendu. Il en était presque sûr. Ce n'était pas un client régulier, ni un collaborateur de la maison. Et puis, soudainement, un flash. Une scène. Une silhouette. Un jeune homme noir, grand, au regard calme. Un sweat à capuche. Une paire de baskets usées. Une main posée sur l'aile d'une Aston Martin blanche. La mémoire lui revint comme un coup de poing lent mais implacable. Le ton posé, presque trop poli, de ce client que Callahan avait éconduit 2 semaines plus tôt. La phrase qu'il avait prononcée avant de partir. Vous savez, parfois, ceux qu'on prend pour « personne » sont justement ceux qui possèdent tout. Callahan se leva brusquement de sa chaise. Il marcha en rond dans sa cuisine, puis retourna à sa tablette, cherchant frénétiquement sur Google, Jordan Miles plus investissement plus tech. Et là, les articles apparurent un à un. Le prodige de Southside qui bouscule la Silicon Valley. Jordan Miles, du MIT au million, le parcours fulgurant d'un visionnaire. Miles Capital, le fonds engagé qui fait trembler Wall Street. Il cliqua sur l'un d'eux. Une photo apparut. Jordan, en costume sombre, posant devant un bâtiment en verre, un sourire discret aux lèvres. Callahan s'effondra dans sa chaise. Il resta là, figé, pendant de longues secondes. Le jeune homme qu'il avait humilié publiquement dans son propre showroom n'était pas un rêveur naïf, mais un magnate de la technologie, un investisseur stratégique, et désormais son patron. La sueur perla à sa tempe. Il consulta l'heure, 6h57. Il avait 24 heures pour préparer un visage, une défense, une explication. Mais au fond de lui, il savait déjà. Il avait perdu. Le lendemain matin, une tension inhabituelle régnait dans les couloirs de Silverton Motor. Les employés étaient arrivés plus tôt que d'habitude. Les chuchotements fusaient dans les bureaux vitrés. On ne parlait que de ça, un mystérieux rachat, un nouveau propriétaire, et surtout, un nom qui avait commencé à circuler avec insistance depuis l'aube, Jordan Miles. La salle de conférence, habituellement utilisée pour les lancements de véhicules ou les réunions commerciales de routine, avait été réorganisée. La table ovale centrale, immaculée, était entourée de tous les cadres et vendeurs du showroom. Au fond, Richard Callahan était assis, raide, cravate parfaitement nouée, le regard figé sur la porte. Il avait mal dormi. Très mal. Et maintenant, son pire cauchemar allait prendre forme. À 9 heures précises, la poignée tourna. La porte s'ouvrit. Un silence de cathédrale tomba. 3 silhouettes entrèrent. En tête, Jordan Miles. Vêtu d'un costume bleu nuit, sans extravagance mais taillé avec une précision chirurgicale. Une chemise blanche parfaitement repassée, une montre discrète au poignet. Il avançait d'un pas calme, assuré, sans arrogance. À ses côtés, une avocate en tailleur beige, maître Carla Owens, du cabinet juridique qui représentait Miles Capital, et une femme afro-américaine à la posture droite et élégante, Janice Coleman, directrice de la communication de son groupe.
Jordan s'arrêta à l'extrémité de la table. Il ne s'assit pas. Il resta debout. Il balaya la salle du regard, lentement. Personne ne bougeait. On entendait presque le tic-tac de l'horloge murale. Puis, d'une voix claire et calme, il prononça simplement. « Bonjour à tous. Je m'appelle Jordan Miles. Et je suis désormais le propriétaire de Silverton Motor. » Un frisson passa dans la pièce. Certains baissèrent les yeux. D'autres se regardèrent. Callahan, lui, blêmit littéralement. Son visage perdit toute couleur. Il entr'ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Jordan fit une pause. Il laissa ces mots s'installer, comme un rappel silencieux de la hiérarchie qui venait de basculer. Puis il reprit. Certains d'entre vous m'ont vu récemment. Ou plutôt, n'ont pas vraiment voulu me voir. Un murmure d'incompréhension parcourut la salle. Jordan sortit alors de son porte-documents une tablette noire, qu'il déverrouilla d'un geste fluide. Il tourna l'écran vers l'assemblée. Une vidéo de surveillance se mit à jouer. On y voyait l'entrée du showroom, puis Jordan, dans son sweat et son jean, s'approchant calmement de l'Aston Martin. Puis Callahan, surgissant, lui barrant la route, et lui indiquant la sortie avec mépris. Le moment où Jordan se tourne et dit calmement. Ceux qu'on prend pour personne sont justement ceux qui possèdent tout. Jordan leva les yeux. Ce jour-là, je n'étais pas venu en client. J'étais venu en observateur. J'observe souvent. C'est une habitude que j'ai gardée depuis mes années dans les rues de Chicago. Et ce que j'ai observé ici m'a profondément déçu. Il se tourna légèrement vers Callahan. Monsieur Callahan, je vous remercie, sincèrement. Votre comportement m'a offert une démonstration parfaite de ce qui ne va pas dans certaines entreprises dites prestigieuses. L'élitisme. Le mépris. Le jugement fondé sur l'apparence. À partir d'aujourd'hui, vous êtes relevé de vos fonctions. Le couperet tomba sans élever la voix. Callahan voulut protester, mais Jordan le devança d'un simple geste de la main. Calme. Ferme. Définitif. Mon équipe juridique vous contactera pour la suite des démarches. Vous êtes libre de quitter les lieux dès maintenant. Le directeur déchu rassembla ses affaires, les mains légèrement tremblantes. Aucun regard ne croisa le sien lorsqu'il se leva. Il quitta la pièce dans un silence lourd. Jordan laissa passer quelques secondes. Puis il se tourna vers le reste de l'équipe. Son ton changea. Plus chaleureux, mais tout aussi exigeant. Quant à vous tous, je ne suis pas venu détruire ce que vous avez construit. Au contraire. Je suis venu rebâtir, avec vous, une culture d'excellence fondée sur l'humilité, l'accueil, et le respect. Parce que le luxe sans humanité. Il regarda la vitre teintée qui reflétait son visage. N'est qu'un miroir vide. Un silence chargé d'émotions s'installa. Puis une main applaudit. Puis une autre. Et bientôt, toute la salle se mit à applaudir lentement, avec retenue d'abord, puis avec une sincérité qui prenait le pas sur la peur. Jordan, lui, ne souriait pas. Il observait. Toujours. Dans les mois qui suivirent, Silverton Motor ne fut plus reconnaissable. Ce qui avait autrefois été un temple froid du luxe et de l'exclusion devint progressivement un espace vivant, vibrant, accueillant, sans jamais perdre son prestige. Le changement ne fut pas uniquement esthétique. Il fut culturel, humain, philosophique. Dès les premières semaines, Jordan mit en place un programme de formation interne baptisé « L'excellence humaine », axé non seulement sur les techniques de vente de haut niveau, mais surtout sur l'intelligence émotionnelle, l'éthique relationnelle et la conscience sociale. Les employés participèrent à des ateliers animés par des psychologues, des anciens clients victimes de discrimination, et même d'anciens vendeurs reconvertis dans l'accompagnement professionnel. On y abordait des sujets parfois tabous, les biais inconscients, l'image, le langage corporel, l'écoute véritable, la dignité invisible. Beaucoup, au début, furent sceptiques. Certains avaient peur. D'autres résistèrent. Mais petit à petit, les regards changèrent. Les mentalités aussi. Jordan demanda une révision complète des CV conservés par les ressources humaines. Il voulut qu'on ne regarde plus uniquement les expériences passées, mais aussi les potentiels invisibles.
Des vendeurs venus de quartiers populaires furent recrutés. Des femmes, jusque-là minoritaires dans les postes de front office, furent promues. Un jeune vétéran afro-américain, une ancienne professeure reconvertie, un ancien mécanicien autodidacte devenu formateur, tous apportèrent un souffle neuf. Et surtout, Jordan insista sur un point. Le client n'est pas roi parce qu'il a de l'argent. Il est roi parce qu'il a une histoire. Un jour, Jordan invita une trentaine de jeunes lycéens boursiers issus des quartiers défavorisés de Dallas pour une visite privée du showroom. Ils avaient entre 15 et 18 ans. Certains n'avaient jamais vu une voiture de luxe de près. D'autres pensaient encore que ces lieux n'étaient pas pour eux. Mais ce jour-là, ils furent accueillis comme des ambassadeurs. Ils montèrent dans les voitures. On leur expliqua comment fonctionnaient les moteurs, les technologies embarquées, l'aérodynamisme. On leur parla de design, de mathématiques appliquées, d'ingénierie, d'économie. Jordan, au centre, prit la parole devant eux. On vous a peut-être dit que vous ne seriez jamais à votre place ici. C'est faux. Vous êtes exactement à votre place. Et si quelqu'un vous fait croire le contraire, construisez l'endroit où vous serez roi. Des larmes brillèrent dans les yeux de certains. Un des adolescents, Malik, écrira plus tard dans un blog. Ce jour-là, j'ai compris que les rêves avaient des portes. Et qu'on avait le droit, nous aussi, d'en pousser une. À l'entrée du hall principal, là où autrefois trônait un slogan froid vantant la puissance du raffinement, une nouvelle phrase avait été gravée sur une plaque de verre. Traitez chaque client comme un roi. Et chaque inconnu comme un futur allié. C'était devenu bien plus qu'une phrase d'accueil. C'était devenu un credo. Une boussole morale. Un rappel quotidien. Il venait régulièrement. Pas en patron distant, mais en mentor discret. Il écoutait, observait, échangeait avec les équipes. Il refusait d'avoir un bureau fermé. Il s'asseyait au milieu des employés, partageait les pauses, parfois même les déjeuners. Un jour, un nouveau vendeur lui demanda, naïvement. « Monsieur Miles, pourquoi investir autant dans un simple concessionnaire ?» Jordan sourit, posa une main sur l'épaule du jeune homme et répondit. « Parce qu'il n'y a rien de simple dans un lieu où l'on décide chaque jour qui mérite d'être respecté ou non. Et moi, je veux que ce lieu apprenne à respecter tout le monde avant même de regarder leur montre ou leurs chaussures. » Un samedi matin, le soleil perçait doucement à travers les hautes baies vitrées du showroom Silverton Motor. La lumière dorée baignait les carrosseries des voitures de luxe, les faisant scintiller comme des bijoux sur velvet noir. L'ambiance était calme mais vivante. On entendait une musique douce, les murmures feutrés des vendeurs, les pas glissant sur le sol marbré parfaitement poli. C'est alors que la porte s'ouvrit timidement. Un jeune homme noir, à peine âgé de 16 ou 17 ans, franchit l'entrée avec hésitation. Il portait un blouson en jean un peu élimé, un pantalon cargo trop grand, et des baskets dont la semelle s'effritait légèrement. Ses cheveux étaient en désordre, son regard baissé, comme s'il n'était pas tout à fait sûr d'avoir le droit d'être là. Mais ce jour-là, aucun regard de travers ne le frappa. Aucun vendeur ne le jaugea de la tête aux pieds. Au contraire. Dès qu'il entra, plusieurs membres de l'équipe se redressèrent avec un sourire sincère. Pas un sourire de façade, mais un sourire d'accueil, de respect, d'ouverture. Un employé s'apprêtait à aller vers lui, quand une silhouette familière apparut au bout du showroom. Jordan Miles venait d'arriver. Il avait troqué son costume habituel pour un pantalon beige et une chemise bleu ciel retroussée aux manches, décontractée mais toujours soignée. En voyant le jeune homme, il comprit tout de suite. Il s'avança lentement, les mains dans les poches, et s'arrêta à quelques pas. « Bienvenue chez Silverton », dit-il avec chaleur, en tendant la main. Le jeune homme releva la tête, surpris. Il hésita une seconde, puis serra la main que Jordan lui tendait. « Tu aimes les voitures ?» demanda Jordan avec douceur. Le garçon hocha la tête. Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat qu'aucun vêtement ne pouvait éteindre. « J'ai jamais vu des vrais comme ça. Juste sur Internet. »« Alors viens », répondit Jordan avec un sourire. « Je vais te montrer celle qui m'a presque coûté ma dignité, mais qui m'a offert ma plus belle revanche. » Le garçon le regarda, intrigué. Jordan lui fit un signe de tête, et ensemble, ils s'avancèrent lentement entre les rangées de voitures.
Ils passèrent devant les Porsche, les Bentley, les Maserati, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'Aston Martin DB11 blanche, trônant au centre comme une œuvre d'art. Jordan s'arrêta net. Il la contempla un instant, silencieux. Le garçon observait la voiture, fasciné, mais aussi Jordan, devinant qu'il se passait quelque chose de plus profond. « C'est ici que tout a commencé », murmura Jordan. « J'étais habillé un peu comme toi. Sweat, jean. Je suis entré, comme toi. Mais je n'ai pas eu droit à un sourire. Pas même à un regard humain. Juste du mépris. On m'a demandé de partir. » Le garçon baissa les yeux. Jordan continua, toujours calme. « Ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait deux façons de réagir à l'injustice, se briser, ou construire quelque chose de plus grand. Moi, j'ai choisi de bâtir. Pas pour me venger. Pour changer les règles du jeu. » Il regarda le garçon avec bienveillance. « Et toi, t'as le droit de rêver. Peu importe comment tu es habillé. Peu importe d'où tu viens. Ce monde-là ne doit plus être réservé à ceux qui ont grandi dans le bon quartier. Il est aussi pour ceux qui n'ont jamais vu de clé. » Le garçon, ému, osa enfin sourire. « Monsieur, je peux monter dedans ?» Jordan éclata d'un rire franc. « Bien sûr que tu peux. Aujourd'hui, t'es chez toi ici. » Il ouvrit la portière avec élégance, invita le garçon à s'installer derrière le volant. Le jeune homme s'assit doucement, comme si c'était un rêve trop fragile pour être vrai. Pendant quelques secondes, il toucha le cuir du volant, les boutons du tableau de bord, le logo au centre. Ses yeux brillèrent. Pas à cause du luxe. À cause de la possibilité. Un rêve, longtemps enfoui, prit racine dans le cœur d'un garçon. Et Jordan Miles, sans le savoir peut-être, venait de planter une graine de futur. Car parfois, le plus beau luxe, ce n'est pas ce que l'on possède. C'est ce que l'on transmet.